Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à ce débat spécial qui est donc le 6e numéro d'une série de débats organisés par la chaîne citoyenne consacrée au bilan du projet de société du maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, structuré autour de 12 chantiers et sans action. Ce soir, les discussions seront orientées sur le chantier 9, industrialiser l'agriculture et l'élevage. Nous allons donc parler du développement rural au Tchad, un an après le lancement du quinquennat du maréchal du Tchad. Nous nous pencherons également sur les actions menées, les avancées enregistrées, mais aussi et surtout les défis persistants dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de l'hydraulique pastorale et de la sécurisation foncière. Vous pouvez interagir sur notre page Facebook Electron TV Tchad ou encore envoyer des messages sur le 63 08 41 77. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau Monsieur Béoudou, voilà, Béoudou Mbaïguedem Marc, qui est donc le président du parti Union des compatriotes pour la vision du socialisme et de la démocratie au Tchad. Monsieur Mbaïguedem, bonsoir et bienvenue sur le plateau. Bonsoir, merci. Également sur le plateau ce soir, monsieur Ahmad Kreyo Astrin Justin. Il est le directeur du CPRT. Il représente les producteurs ici sur le plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Nous avons également avec nous sur le plateau M. Miade Le Diaonadi. Il est consultant en sécurité alimentaire. Bonsoir, M. Diaonadi, et bienvenue. Voilà. Nous devons également recevoir sur ce plateau le représentant du ministère de l'Agriculture. Peut-être qu'il y a eu un empêchement de dernière minute et qui ne sera pas sur ce plateau, qu'à cela ne tienne. Nous allons faire le débat avec mes invités ici sur le plateau. Et je rappelle le sujet de ce soir. Nous nous penchons donc sur le chantier 9, industrialiser l'agriculture et l'élevage. Amis téléspectateurs, vous pouvez participer en envoyant vos messages, contributions sur notre page Facebook Electron TV Tchad ou encore laissez tout simplement des messages sur le 63 08 41 77. C'est vrai que le représentant du ministère de l'Agriculture n'est pas sur ce plateau. Ça sera un peu difficile pour nous de faire le bilan de l'an 1 du chantier 9, mais qu'à cela ne tienne, nous avons des experts dans le domaine, les hommes de terrain dans le domaine qui vont essayer de partager avec nous leurs constats, les défis qui restent à relever donc dans le domaine de l'agriculture. Monsieur Béoudou, président d'un parti politique, dites-nous comment est-ce que vous appréciez le projet de société du maréchal Mahamat Idriss Déby Itno et surtout le chantier 9 qui est donc consacré à l'agriculture et l'élevage. Merci Madame Irène. Merci aussi aux autres collègues qui sont là. Merci aux téléspectateurs. D'emblée déjà, il faut dire que le projet de société du président de la République est un projet visionnaire qui, si il arrivait à le mettre en œuvre, ça va donner un nouveau souffle vraiment au peuple tchadien. Maintenant, entre le projet et entre la réalisation, il y a quand même un travail à faire. Oui. Voilà, donc je dirais simplement que on aurait aimé, sur la base déjà de ce qui a été fait en ce qui concerne le point 9 oui. De ce projet-là, basé sur ça pour pouvoir projeter maintenant dans l'avenir ce qu'il faut faire pour que tout le peuple tchadien puisse se retrouver dans ce point 9-là.
mais le constat est vraiment amer sur le terrain. Ouais. Donc je reviendrai encore amplement là-dessus. Merci. D'accord. Monsieur Dionadi, vous êtes expert en sécurité alimentaire, vous êtes un homme de terrain, toujours en contact avec les paysans. Quelle analyse faites-vous donc de ce chantier neuf et quel est l'état des lieux que vous pouvez faire sur ce qui se passe sur le terrain? Merci Madame Irène. J'emboîterai le pas de M. Bédou pour simplement dire que entre le projet qui est un document, un projet de société, et les réalisations en termes d'évidence, je pense que jusqu'à ce jour, après une année, on pourra nous reprocher d'être un peu peut-être trop hâtif ou bien impatient, mais le fossé est assez grand. Il est un peu difficile à ce stade-là, sans qu'il y ait une évidence concrète, de pouvoir apprécier et de justifier qu'il y a un départ en termes de souffle nouveau qui permettra au secteur rural, l'actuel élevage, de pouvoir prendre son envol. Donc pour l'instant, je pense que nous sommes encore restés sur notre soif. Soif parce qu'un mandat, c'est un mandat avec une durée. Et un mandat, nous ne dirons pas qu'il faille bien faire les choses de manière très précipitée, mais il faudrait comprendre que nous avons accusé, soyons honnêtes à le dire, pratiquement plus de 60 ans de retard, juste après l'indépendance. Donc l'agriculture tchadienne, les systèmes productifs ruraux peinent encore à s'inscrire vraiment dans ce qu'on appelle le panier économique tchadien. Et en termes de subsistance, nous avons encore du chemin à faire. Il est bien vrai qu'il est innovant, ce projet de société, avec les 5 actions de ce chantier, mais nous sommes un peu préoccupés par rapport à sa concrétisation sur le terrain. Sinon, vous appréciez ce chantier neuf avec ces 5 actions? Le chantier neuf résume en termes de diagnostic tout ce qu'on peut y mettre en termes de problématiques du développement rural au Tchad. Mais maintenant, toute la question, il faudrait traduire en action, pas en action sur le document, mais en action sur le terrain. Et nous sommes à 3 niveaux de défis. Le défi de la sécurité alimentaire, le défi du développement socio-économique, mais il y a une entrave qui est au niveau des deux, le couple changement climatique et défi sur la question sécurité en termes de conflit. Voilà un peu les éléments qu'il faudra prendre en compte. On va y revenir surtout sur les défis et qu'est-ce qu'il faut faire donc, pour relever ces défis. Monsieur Ahmad Créo, vous représentez les producteurs ici sur ce plateau. Alors, quand le maréchal a sorti son projet de société, 12 chantiers sans action et surtout le point 9 qui est consacré donc à l'agriculture et l'élevage, comment est-ce que vous, en tant que producteur, avez accueilli ce projet et surtout le chantier neuf? Bien, merci Madame de nous donner l'opportunité de donner un point de vue, mais comme le prédécesseur l'ont déjà souligné, il est quand même assez tôt de porter un jugement, surtout qu'on vient à peine de sortir de ces consultations électorales. Imaginons, on est à peine à 5 mois, s'il faut visiter le contenu des engagements du président de la République vis-à-vis des populations. Et en ce qui concerne l'agriculture, en fait, c'est la priorité des priorités. Et nous savons que ça a toujours été une des préoccupations majeures pour notre État, parce que nous sommes tributaires de cette situation géographique où nous sommes placés devant toutes les contraintes pour faire booster notre agriculture. Et le chantier s'inscrit à la suite de ce qui avait été déjà fait. Je sais qu'en 2024, il avait été déjà proposé des séries de stratégies à mettre en œuvre pour permettre d'encadrer mieux les actions en termes d'intervention en milieu rural. On a notamment une feuille de route qu'on a commencé à vulgariser et ça a été présenté aux producteurs dans l'ensemble des provinces pour qu'ils voient le contenu et apprécier notre système alimentaire et de manière à ce que les demandes soient plus spécifiques et les actions soient plus encadrées. Donc à ce jour, nous, on pense qu'on n'a pas encore commencé concrètement en termes d'action directe parce que début janvier aussi, nous avons insisté sur une autre stratégie liée au financement en milieu rural. Un des points importants à cela.
Donc, pour résumer, s'il faut parler d'un bilan, pour nous, c'est vraiment prématuré. Parce que le chantier ne fait que commencer sur des aspects spécifiques tels que les stratégies. Le contenu n'est pas encore déployé véritablement sur le terrain. Donc, si le ministère lui-même était présent, peut-être qu'il aurait déjà nous suscité quelques idées et nous, on s'inscrirait à la suite de cela. Voilà pour l'instant, donc voilà ce que nous pouvons dire. D'accord. Monsieur Dionadi, je le disais tantôt, vous êtes un homme de terrain. Avec ces 12 chantiers sans action et surtout le chantier neuf avec ces 5 actions, est-ce que quelque chose a quand même bougé pendant une année? Une année. Est-ce que les jalons sont quand même jetés? Comme il vient de le dire, on pourra nous reprocher peut-être d'être trop sévère en exigeant des résultats après une année. Mais nous nous inscrivons aussi dans le cadre du défi du temps. Ça fait déjà une année que le programme est initié. Et on suppose que quelques actions devraient être initiées. Regardez les 5 actions. Ça résume la problématique du secteur agro-pastoral au Tchad. Prenons la question de la gouvernance. La gouvernance à ce niveau souffre encore amèrement d'un déficit assez profond. Au niveau, par exemple, sa complexité résulte de ce qu'on appelle la question des acteurs et des facteurs. Les acteurs, ce sont les acteurs institutionnels et également les acteurs non étatiques. Entendons par là, par exemple, au niveau des acteurs institutionnels, nous comprendrons que au niveau des acteurs sectoriels, le ministère de l'élevage, le ministère de l'agriculture et d'autres services techniques liés à ces acteurs, il y a un problème de coordination. Ils évoluent chacun de son côté, donc il n'y a pas un mécanisme intégré de coordination. Deuxièmement, si nous pouvons prendre en compte au niveau, par exemple, des acteurs non étatiques et la société civile principalement, c'est inscrit en lettres d'or dans le programme politique en termes d'action. Nous comprendrons malheureusement que il y a une impérieuse nécessité de pouvoir faire ce qu'on appelle la structuration du milieu paysan, qui reste tout un défi entier. Et je pense que ça peut être un levier majeur sur lequel il faudra appuyer. Pratiquement, en milieu rural aujourd'hui, nous travaillons à maintenir encore ce qu'on appelle l'approche d'habitude de subsistance. Et cette habitude n'est plus compétitive, aussi bien pour le secteur agricole, aussi bien pour le secteur pastoral. Prenons par exemple le système productif extensif. On est là toujours avec les mêmes techniques, les mêmes services techniques, avec des moyens rudimentaires, aucune technologie appropriée en termes des intrants qui sont presque nuls. Là, ça se pose déjà le problème à ce niveau. Maintenant, quand on passe au niveau, par exemple, du secteur pastoral, nous pensons que nous devons maintenir le secteur pastoral dans cette dynamique pratiquement traditionnelle, permettez-le. Mais cela n'est plus compétitif. Nous avons un potentiel qui est assez très fort. On estime à presque 150 millions de têtes. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous en faisons? Les infrastructures, les techniques de production, les politiques en termes de l'approche, la définition des approches filières axées sur les chaînes de valeur, tout cela aujourd'hui peine à prendre son envol. Donc aujourd'hui, dire que quelque chose est fait, je préfère bien m'appeler Saint Thomas d'Aquin. Je préfère bien m'appeler Saint Thomas d'Aquin parce que nous avons un défi du temps, nous avons également le temps qui presse, et donc la complexité de ce secteur-là demande que nous puissions peut-être en faire une urgence. Une urgence parce que ça a été toujours en sommeil pendant toutes ces années. Maintenant, s'il y a un chantier qui a été initié, qui est consacré à ces secteurs, je pense qu'il faut mettre les bouchées doubles. Et donc, définir les stratégies concrètes pour pouvoir mettre en œuvre ces chantiers avec des actions qui doivent être visibles. Mais aujourd'hui, je reste sur ma soif en acceptant mon prénom de Saint Thomas d'Aquin parce que rien ne peut me permettre, en l'absence, on ne peut pas juger quelqu'un à son absence. Malheureusement, le ministère de l'Agriculture qui devrait être là pour nous permettre de comprendre et d'apprécier, malheureusement, n'est pas avec nous. Mais sous réserve d'être contredit par ce secteur qui est déterminant, nous sommes vraiment sur notre soif et nous ne pourrons pas dire clairement que nous avons des signaux qui peuvent nous permettre d'avoir une confiance et que nous pouvons démarrer dans ce sens-là. Maintenant, quand vous partez sur la question, par exemple, de la production, il faut mettre en place des mesures pour booster. Retenons-le, l'agriculture tchadienne n'est pas encore arrivée à un niveau de compétitivité. Et 2 années sur 3, si j'exagère, les services techniques en charge de l'action nous disent que nous sommes à un niveau de bilan déficitaire. Mais comprenons, nous avons plus d'opportunités.
Citons par exemple le potentiel foncier. Nous avons 39 millions d'hectares de terres arables. Rendez-vous à l'évidence, on n'arrive pas à exploiter ça. De l'autre côté, le potentiel en terres irrigables, on a pratiquement près de 6 millions environ d'hectares. Mais on a à peine 335 000 hectares qui sont mis en valeur. Qu'est-ce qu'on en fait? Aujourd'hui, on peut évoluer en termes d'approche, par exemple, par des bassins. Retenons-le, j'aime à répéter, pour pouvoir mieux sonner, afin que les décideurs puissent prendre conscience de ça. Nous avons des bassins qui sont, par exemple, dans la zone du lac, qui, à lui seul, cette province regorge de toutes les potentialités pour nourrir tout le Tchad, et même pour impulser un élan de développement. On peut évoquer, par exemple, la crise sécuritaire. Bon, nous pouvons mettre ça aujourd'hui au chapitre des défis, en termes d'entrave. Mais la question des changements climatiques, il y a aujourd'hui des mesures qui permettent de faire ça. Et relevons-le au passage, quand le président de la République inscrit dans son chantier qu'il faut mettre en place des filières, l'approche filière. Mais l'approche filière, c'est d'abord une contribution pour la sécurité alimentaire. C'est un élément, un levier assez important dans le pilier du développement socio-économique, parce que c'est une approche qui est générateur, mais créatrice d'emplois et de revenus. Mais aujourd'hui, on a le potentiel humain en termes de capital sur les moyens d'existence. Nous parlons par exemple de moyens d'existence, c'est qu'on a les 5 actifs. Le capital humain existe, la main-d'œuvre existe. Qu'est-ce qu'on en fait? Le potentiel naturel existe parce qu'on a suffisamment de terres, aussi bien les étendues de terres pour... Est-ce que ces 5 actions ne permettront pas de résoudre tous ces problèmes? Ça résume la problématique du secteur rural. Oui. Maintenant, toute l'inquiétude qui nous préoccupe maintenant pour dire, si on a passé une année et que rien n'est initié, est-ce que c'est à l'année 2 qu'on pourra le faire? Parce que le chantier est trop vaste. D'accord, monsieur le Président, après une année, on ne sent rien sur le terrain. On a donc 5 actions dans le chantier 9. Y a-t-il des priorités à mettre en œuvre? Parce qu'on ne peut pas exécuter toutes les 5 actions à la fois comme ça dans une première année. Vous pensez qu'il y a des priorités que le ministère de l'Agriculture devrait mettre en œuvre? Au fait, déjà, moi je pense qu'il faut qu'il y ait la volonté. Il faut qu'il y ait la volonté politique pour pouvoir booster les choses. Nous sommes en train de faire du surplace dans l'agriculture. C'est le surplace parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes passés par exemple du Programme national de sécurité alimentaire à la RADER et que rien n'a changé. Au moins, PNSA, par exemple, il y avait eu des tracteurs, il y avait une mécanisation de l'agriculture. Ouais. Et on pensait que ça allait continuer. À un certain moment, non, c'était pour que les agriculteurs, même après, ils puissent prendre le relais. Nous sommes où maintenant avec ça? Avec, comment on appelle, les hectares aménagés à Boumou. Moi, je pense qu'il va falloir que le président de la République prenne au sérieux la question de l'agriculture au Tchad. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, chacun, il est en train de faire, comment on appelle, l'agriculture là, dans son bureau. Il est dans son bureau, il écrit, et puis, bon, on envoie l'équipe sur le terrain. Aller sur le terrain, faire des évaluations, ça c'est simple. Mais aller sur le terrain pour, effectivement, constater ce qui est en train d'être fait et que, si ce n'est pas fait, comment on peut réorienter pour que cela puisse arranger. Aujourd'hui, par exemple, vous prenez un sac de riz, ça coûte 70 000 francs sur le marché. Vous prenez un sac de maïs, ça fait 45 000. Vous voyez? Mais ça, là, un Tchadien dans la zone rurale, comment il peut pas acheter ça? C'est pas possible. Donc, moi, je pense qu'à ce niveau-là, l'État doit prendre vraiment les cordes là, à 2 mains pour pouvoir nous dire, bon, écoutez, maintenant, là, c'est un secteur clé. L'agriculture, c'est priorité de priorité parce que il faut bien manger, là. On ne peut pas tout le temps en train d'importer les riz thaïlandais, je sais pas moi, chinois et autres, tout ça. Et que on nous dit même souvent que c'est des riz de mauvaise qualité parce que y a certains que c'est même des plastiques qu'on nous fabrique pour envoyer. Ouais. Ouais. Et donc, moi, je pense qu'à ce niveau-là, il y a un problème fondamental. C'est-à-dire que les 5 actions-là, c'est juste la problématique. Ouais. Mais comment traduire cette problématique-là en une action concrète sur le terrain? C'est ça que nous attendons de l'État. Et prioritairement, qu'est-ce que l'État devrait faire? C'est-à-dire qu'il faut déjà réactualiser les sites qui ont été aménagés. Ça, il faut d'abord les réactualiser et les inscrire dans la dynamique du changement. Comme ça, à ce niveau-là, comment on appelle ça, les semences qui vont être déployées sur le terrain pour faire le travail, c'est cérébral. Parce que même
le nom, même quand on parle par exemple du ministère de l'Agriculture et de l'Industrie, ça veut dire qu'on n'est pas encore à ce stade-là. Oui. On n'est même pas à ce stade. Donc on ne peut pas parler de l'industrialisation de l'agriculture. Ce n'est pas possible. Même les produits qu'on a sur le marché ne peuvent pas compéter avec d'autres. Pourquoi? Parce qu'il y a un système de qualité qui n'est pas apprécié sur le marché mondial. On ne peut pas prendre, par exemple, le mil ici et puis envoyer directement, c'est pas moi, en Inde ou en Chine pour être acheté. Non, c'est pas possible. Parce qu'il faut que le système de qualité puisse évaluer est-ce qu'effectivement tout le chemin parcouru sur la chaîne de valeur, là, est-ce qu'effectivement c'est bon à consommer ou pas. D'accord. Donc vous voyez. Donc moi je pense que le surplace là, il va falloir que le président frappe sur la table à tous les niveaux. D'accord. Monsieur Ahmad Kriyo, selon le président, comme priorité, il faut réactualiser les sites déjà aménagés. Est-ce que vous, en tant que représentant des producteurs, il y a d'autres priorités? Non, en fait, comme il a eu à le souligner, c'est le surplace, le fait qu'on déplore aujourd'hui. Parce que ça date de plus de 10 ans, ces sites dont toutes les questions. On a des bassins qui sont très importants, on a des études qui ont été pondues, validées. Je participais personnellement à beaucoup d'études auprès des consultants, des experts qui viennent même témoigner des expériences ailleurs et qui démontrent aussi à suffisance que c'est l'engagement du politique ou bien l'engagement du gouvernement à vouloir transformer effectivement l'agriculture. Nous allons même, maintenant on est à l'industrialisation. Voilà. Pas transformation, je sais qu'il y en avait transformation, maintenant c'est industrialisation. Donc l'industrialisation n'est pas une priorité pour l'instant? Je ne sais pas, pour l'instant c'est eux seuls qui savent ce qu'on met dans ces vocables. Mais sinon vous en tant que producteur? Nous, on pense quand même de sur place là, ça en est assez, il faut commencer quelque part. Et en faisant quoi? Notamment l'option de chaîne de valeur, comme le consultant l'avait souligné. Dans beaucoup de cas, on peut mieux encadrer les dépenses ou les financements ou l'accompagnement des producteurs à partir donc d'un ciblage qui soit bien fait sur une chaîne de valeur donnée et où on traite bien les besoins à tous les niveaux des maillons de la chaîne. La production, si on a pris le riz, qu'est-ce qui manque à la production, le maillon? Et donc, ça va revisiter toutes les questions d'intrants. D'intrants, y compris les semences, y compris les engrais, l'urée. Et après, on va à la conservation, à la transformation, à la commercialisation. C'est ça qu'on appelle chaîne de valeur. Donc, à chaque maillon, vous verrez que ça exige qu'on investisse assez, qu'on mette assez de moyens pour que ça prenne de la valeur au finish pour tous les acteurs qui sont dans cette chaîne de valeur. Et sur le terrain, c'est quoi le constat? Non, rien. Aujourd'hui, au Tchad, on n'a que des documents sur les chaînes de valeur, sur quelques chaînes de valeur ou sur des filières. Mais concrètement, il n'y a pas eu d'accompagnement ni de soutien à ces chaînes de valeur. Je témoigne de mon expérience moi-même, ça fait plus de 20 ans à côté de tous ces ministères en charge du développement. On n'a pas vu un accompagnement sérieux et réel quand le PNSA était arrivé. Même pour cette première année Non, pour l'instant, comme on le disait, il est très tôt de se prononcer sur pour l'instant parce qu'on est en termes de processus. On est dans un processus qu'il soit suffisamment bien lancé. Moi, je pense que l'année normale qui devrait compter, c'est celle qui peut-être va commencer en 2026. Oui, Je voudrais un peu réagir par rapport à l'appréciation ou bien au propos de mon frère. Le problème fondamental reste la gouvernance du secteur agricole. Secteur agricole et pastoral. Quels sont les acteurs et quels sont les facteurs? Donc il faut d'abord résoudre ce problème-là avant de faire quoi que ce soit. Regardons par exemple au niveau des structures institutionnelles au niveau de l'État. C'est carrément de la cacophonie. Parce que le ministère de l'Agriculture évolue à part. Le ministère de l'Agriculture évolue à part, donc il n'y a pas un mécanisme intégré par lequel les deux peuvent travailler ensemble. Et pourtant, les deux sont obligés d'évoluer ensemble. De l'autre côté, on ne comprend pas quels sont les services techniques. Oui, vous avez cité, le président a soulevé la question, par exemple, du PNSA. Presque 10 ans après, quel impact ça a laissé? Navré de vous dire que c'est de la ferraille dans de la brousse. Quel impact ça a laissé en termes de changement dans le système de production? On n'a même pas préparé la sortie du PNSA. De manière très abrupte, les gens sont arrivés, ils ont dit c'est la fin du PNSA. Mais l'approche du PNSA aussi mérite bien d'être évaluée dans ce sens-là. Parce qu'en réalité,
premièrement, à la fin du programme, on n'a pas fait une évaluation. Personne n'a mesure de dire quelle est l'avancée, quel est le progrès que le PNS a pu impulser. De l'autre côté, les services techniques étatiques. On a changé le nom de l'ONDR à l'ANADER. Mais qu'est-ce qui a changé? Vous allez dans le milieu rural, pratiquement les techniciens le secteur rural est pratiquement le secteur le plus pauvre, le plus délaissé de toute la politique nationale à ce niveau. Il n'y a pas d'investissement. Il n'y a pas un investissement réel. Donc, en termes de gouvernance, il faut d'abord résoudre ce problème à ce niveau. Est-ce qu'on a donné le pouvoir aux acteurs qui sont les acteurs du jeu, comme la CNCPRT? Aujourd'hui, ils évoluent comme étant, en fait, je pourrais dire des orphelins parce qu'ils ne sont pas accompagnés. Ils ne sont pas accompagnés, donc ils ne peuvent pas produire un résultat. Donc, c'est de la production encore traditionnelle avec ce que j'avais déjà dénoncé auparavant. Et pour aujourd'hui, il faut rendre ce qu'on appelle la gouvernance à chaque secteur, dans chaque maillon, pour permettre que la dynamique évolue en synergie et qu'on identifie les problèmes en termes de problématiques et de dorénavant, chaque personne prendra, chaque secteur prendra, chaque acteur prendra la portion qu'elle doit avoir par rapport à la gouvernance. Maintenant, quand vous venez au niveau du rural, il a parlé des intrants, il a parlé de l'engrais. Oui, c'est bien beau, des tonnes d'engrais sont commandées. Mais pour quel résultat? C'est de l'argent dilapidé. Ça, je ne suis pas d'accord. Et dans le cadre de l'agriculture durable, on n'encourage même plus l'engrais. On n'encourage plus l'engrais. Je ne peux pas soutenir qu'aujourd'hui, dans ce contexte de changement climatique, avec tout ce qui est la perturbation, avec la faiblesse du secteur agricole aujourd'hui, on a enfin importé des tonnes d'engrais. Ce n'est pas tout indiqué. On a des potentiels. Les techniques aujourd'hui durables, on parle des composts, du fumier, on peut le produire. On a tout le potentiel pour le faire. Mais pourquoi on veut toujours importer? Est-ce que ces engrais arrivent au niveau des producteurs? Ça, c'est une autre question. C'est toute la question. Ça, une chose, c'est acheter, une autre, c'est bien distribuer à qui? Voilà. Ça, aujourd'hui, c'est toute une question, comme vous le posiez, mais c'est... En tout cas, je peux encore peut-être continuer. C'est très, très déplorable qu'on clame sur les papiers chaque jour. C'est un pays agro-pastoral. Mais quelle honte au niveau national qu'à chaque sortie de la campagne, on est prêt à demander l'aide pour nourrir sa population. Je pense qu'il y a un problème à ce niveau. Il y a un problème à ce niveau et les gens doivent s'y atteler. Et le premier responsable, c'est l'État. L'État doit mettre aujourd'hui les bouchées doubles pour pousser ces secteurs, en fait, ces services institutionnels, techniques à pouvoir dire non. Mais puisque la population est en train de constater sur sa soif, vous voulez, comme l'a dit le président, de demander 10 000 à 30 000 tonnes de riz de qualité, comme il a dit, je lui emprunte le mot douteux, de qualité douteuse, mais on peut produire. On peut produire. Qu'en est-il, par exemple, du casier B? Qu'est-ce qui a été fait? Il me souvient, il y a pratiquement 10-15 ans, il y avait le projet PSSA, qui avait essayé de pouvoir cultiver le riz dans le bassin risicole, dans la partie du Maïkébi et du Talatandjilé. Aujourd'hui, on voit des étendues qui sont là avec des exploitations familiales aussi minables, médiocres, avec les techniques qui ne peuvent pas nourrir. Avec ce niveau, on pense qu'on peut lancer ce secteur à travers cette politique. Nous défions les services techniques de se mettre sur le terrain. Tant qu'ils ne le font pas, si lui pense qu'il peut accorder le crédit, moi, je ne peux pas l'accorder. Techniquement parlant, il y a un problème. Il y a un problème. Et donc, le chef de l'État qui a initié, en termes d'innovation, la problématique du secteur rural en résumant les 5 actions, doit dire non, il y a un problème. Aujourd'hui, quel est le langage que le service gouvernemental fait avec les services techniques sur le terrain? Il y a un déphasage. Vous allez dire qu'on n'a pas les moyens, peut-être la moto pour faire le suivi de la campagne, ils n'en ont pas, peut-être la formation des producteurs, ils n'en ont pas, parce que, à la fin, les agriculteurs sont abandonnés à leur trésor. Regardons par exemple le secteur pastoral, qu'est-ce qu'on en a fait? On a toujours des épisodicités tels que la PPCB, la période pneumocontagieuse, la peste des petits ruminants. Et chaque fois, malheureusement, ce sont les partenaires de l'État qui passent à faire de vaccination. Nous parlons des évidences dont nous avons la documentation. Donc aujourd'hui, le secteur rural est malade. Il n'est pas question de tenir un discours par rapport à un résumé de 5 actions, mais il est question de passer de l'action aux actions. D'accord. Monsieur le Président, comment faire pour résoudre ce problème de gouvernance au niveau de l'agriculture et l'élevage qui se pose avec acuité? Moi, je pense déjà que il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, au niveau de la gouvernance. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, si vous faites par exemple l'état de lieu des chefs de secteur, des sous-secteurs, que sais-je encore, des techniciens qui sont sur le terrain, combien qui sont réellement formés et qui peuvent faire le travail valablement sur le terrain? Il y a un problème à ce niveau-là. Et je vous interviens. Oui. Dans ma tournée, je suis tombé sur un policier qui est délégué de l'agriculture. Ah, vous voyez? Triste constat. Triste.
Hein? Il n'a aucune technique, il est policier de formation. Il m'a dit sèchement que lui, c'est son assistant qui fait le travail. Ah, voilà. Alors, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui changer le secteur rural avec cela? Donc, ça dit qu'à ce niveau-là, il y a le clientélisme là, qui ne peut plus maintenant faire action sur le terrain. Ou soit, nous voulons réellement développer notre agriculture pour que cela puisse être, comme on le dit, une agriculture industrialisée, innovante. Ou soit, on le fait sur le bureau et puis on reste et on nomme des gens incompétents qui vont faire le travail sur le terrain alors qu'ils ne le font pas. Je vous donne un élément. Oui. Les enquêtes permanentes agricoles, notre État est parfois incapable de financer. Donc, nous prenons des cas d'évidence, on peut les vérifier à la source. On est obligé de pouvoir faire ce qu'on peut faire avec peu de ressources parce que c'est un secteur qui est délaissé. C'est un secteur, qu'on le dit sur le papier, qui est prioritaire, mais en termes d'action, c'est le plus pauvre secteur de tout le gouvernement tchadien. Et c'est triste. Et c'est-à-dire qu'il n'y a pas un plan de suivi et de résolution de problèmes sur le terrain. C'est-à-dire qu'on attend quand la saison de pluie est terminée, on dit que oui, bon, cette fois-ci, cette année-là, vraiment... il y a des chiffres même qui sont colmatés dans les bureaux. Voilà, il y a même des chiffres qui sont colmatés dans les bureaux. Qui ne sont en réalité, cette évaluation-là, c'est nul à la base. C'est vraiment nul à la base. Donc, à peu près, qu'est-ce que je peux dire? C'est-à-dire que 2 ou 3 mois seulement, après, on dit, bon, mais vraiment... Avec l'approche de la pluie, là, il va falloir vraiment que l'État demande de l'aide. Sinon, ça ne va pas. Mais on ne peut pas continuellement, après 60 ans d'indépendance, à demander de l'aide. Il va falloir qu'un jour que nous arrêtions pour dire que, bon, cette année-là, nous, on ne peut plus demander de l'aide. Nous-mêmes, on se suffit à nous-mêmes. Hein? D'accord. Monsieur le représentant des producteurs, quelles sont les conséquences de cette mauvaise gouvernance sur vous, les producteurs? Non, aujourd'hui, je ne sais pas, c'est une maladie. On a diagnostiqué que c'est une maladie. L'agriculture ne devrait pas souffrir autant parce que c'est quand même un domaine sacré parce que nous vivons grâce aux produits agricoles, d'élevage. Et c'est des domaines sacrés. Vous ne pouvez pas mettre quelqu'un qui ne s'y connaît pas, qui n'a jamais été en milieu rural pour orienter des actions de développement. Donc, comme les conséquences, je dirais, on les ressent parce que l'investissement n'y est pas. L'investissement n'y est pas. Parce que les acteurs ne sont pas à leur position ou bien à leur poste qui devraient. Et l'expression de leur demande ne remonte pas de façon assez récurrente pour faire en sorte que ça influe directement sur les décideurs. Alors, si nous autres, par exemple, on fait des plaidoyers, notre rôle, c'est aussi de porter la voix des petits producteurs aux décideurs pour qu'ils puissent agir, intervenir pour régler un certain nombre de problèmes. Nous avons, en 2014, lancé l'alerte pour que les interventions en désordre au niveau du pays ne peuvent pas permettre d'élever un changement digne de ce nom. Qu'est-ce que vous appelez intervention en désordre? C'est-à-dire que, bon, l'agriculture, comme il a eu à le dire, notre secteur, l'agriculture d'un côté, l'environnement de l'autre, et puis l'élevage, ainsi de suite, il n'y a pas un cadre vraiment qui permette de coordonner mieux ces actions, parce qu'on agit sur le même milieu, ou on est dans le même milieu. C'est pourquoi les interventions sont en désordre. Si vous prenez par exemple l'interprétation de la loi 14, régissant la forêt, et les gens vont pour débroussailler à l'arrivée de la saison du pluie pour faire les semis, mais vous verrez, les gens de l'environnement vont empêcher les gens de débroussailler leurs propres champs. On dit que non, c'est interdit de faire la coupe. Vous voyez, c'est un peu une interprétation sur le signe du désordre. Parce que débroussailler ne veut pas dire que vous êtes en train de faire du mal à l'environnement. Voilà, c'est un peu la question que pour répondre à ça. Oui, monsieur. Je vais rebondir. Oui. Je vais rebondir en disant simplement que la CNCPRT a aussi tort. Sa faiblesse constitue un défi. Parce que c'est une structure, certes, qui représente les producteurs ruraux, mais qui ne porte pas la voix des acteurs ruraux auprès des décideurs. Donc, d'une part, c'est la mollesse de leur réaction qui engendre tout ça. Parce qu'ils ont le pouvoir de dire aux autorités, nous, en tant qu'acteurs, en tant que partenaires du gouvernement, nous pensons que cette démarche ne nous convient pas. Oui. Ils doivent proposer des solutions. Mais ils sont là en train de déplorer, comme il a dit, plaidoyer. Ça donne quoi? Non, en 2014, je le disais, en 2014, on avait déjà suscité l'idée de la loi, de l'élaboration d'une loi agro-sylvo-pastorale halieutique.
2014, ça c'est l'année internationale de l'agriculture familiale, on a suscité l'idée et heureusement, le ministère a pris donc l'appel, il a fait appel justement à la FAO pour conduire le processus d'élaboration de la loi agro-silvopastorale. Voilà, on a aujourd'hui une loi qui devrait déboucher sur des textes d'application, notamment la création des chambres d'agriculture. Une chambre d'agriculture qui permet de soutenir, qui permet donc de mieux accompagner les acteurs sur le terrain. Et aujourd'hui, la grosse difficulté, comme vous le dites, le plaidoyer, ce n'est pas seulement le faire, mais c'est de comment accompagner pour que l'État puisse concrétiser ce qu'il a commencé. La loi, ça date de presque bientôt 10 ans. Elle est sortie de 2014, le processus a été lancé, on est en 2025. Donc, ça veut dire que depuis là, on est en train seulement d'élaborer, d'écrire des textes, mais on n'a jamais rendu ça concret. Il n'y a pas encore aujourd'hui, à ces jours, des chambres d'agriculture. Et c'était suscité dans la loi. Donc ça, c'est des plaidoyers. Normalement, on ne peut pas intervenir dans un cadre qui n'est pas suffisamment encadré. C'est un peu la question que je vous disais. Je trouve pour ma part, très humblement pour ma part, en termes de constat, que je déplore simplement, c'est qu'on ne peut pas rester au niveau des textes. Les textes, le Tchad en a des meilleurs, presque des meilleurs de par le monde. Mais maintenant, nos beaux textes, à quoi ça sert? C'est bien qu'il y a des textes. Hein. Si vous lisez tous les textes, le cadre législatif et réglementaire, nous ne sommes pas orphelins de ça, nous ne sommes pas pauvres de ça. Mais toute la pauvreté, la misère que nous endurons, c'est de passer des textes à leur application. Et l'applicabilité de ces textes-là rencontre beaucoup de défis. Donc il faudrait aujourd'hui, je retiens pour dire que la gouvernance du secteur reste le principal, c'est le premier défi qu'il faut résoudre. Prenons un exemple par exemple. Il y a des filières porteuses aujourd'hui qui sont délaissées. Et triste pour nous que même quand vous allez au niveau du secteur des services techniques agricoles, vous n'allez pas trouver les données. Le maraîchage. Le maraîchage. Il n'y en a pas. Je voudrais encore demander, allez demander seulement au ministère de l'Environnement, de la pêche, surtout le secteur de la pêche, est-ce qu'ils ont une série de données sur la production? Ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Quand vous demandez, et quand vous allez par exemple dans les provinces que vous rencontrez quelqu'un, les données qui sont la propriété de l'État sont entre les poches des individus qui peuvent vous les donner en fonction de leurs humeurs, alors que vous êtes partenaire. Vous voulez faire un travail pour les mêmes populations. Quand vous allez au niveau des paysans, ils disent que non, nous sommes pauvres parce que... Mais, et pourtant, leur structure est là, la CNCPRT. Ce n'est pas juste une structure de façade qu'on a créée. Et on leur a donné le pouvoir de pouvoir exercer. Est-ce qu'ils sont au courant de l'existence de votre structure? Les producteurs. Très bien. Non. On a comme l'impression le producteur là-bas ne connaît pas, mais quand vous allez dans la Rébrousse, ils ne connaissent pas. La CNCPRT, c'est quoi? Ils ne connaissent pas. C'est au niveau des grands centres, d'accord, mais au niveau du rural en question, vous trouvez un éleveur quelque part, vous le demandez, vous faites le test sur 5 éleveurs, il ne connaît pas. Non, mais ça va. Est-ce que l'éleveur même là, est-ce qu'il connaît d'abord? Voilà. Il n'est pas alphabétisé. Qu'est-ce qui est donc c'est ça aussi la problématique. Non, la question, ce n'est pas le producteur lambda. Il faut que se trouve dans une organisation. Ça on interpelle la structuration. La structuration du niveau sous-préfectoral jusqu'au niveau département et provincial. Vous trouverez, parce que c'est un mécanisme de début. Mais quel est votre rôle? Quel est le rôle de cette structure? Non, la structure, la structure, elle est créée pour un peu faire l'interface. Faire l'interface entre les producteurs et les ministères, donc l'État, pour qu'ils puissent mieux avoir des remontées d'informations de la base. Et nous aussi, on a des informations des décideurs pour les faire descendre à leur niveau. Ça, c'est une des missions. Je dis non, c'est pas ça seulement. Il y a deux aussi, on a ce rôle de les aider à les mettre en relation avec des partenaires et de les former. De les informer, de les former, de les mettre en réseau, de les préparer à être mieux sur un marché. Donc ça, c'est des missions assez importantes qui sont exercées. Et aujourd'hui, les partenariats que nous avons développés autour, c'est que nous sommes partout, on a réussi à s'insérer dans tous les cadres de consultation, les cadres d'élaboration des politiques, programmes et projets de développement. Lorsqu'on est là, on essaie de regarder pour faire en sorte qu'on intègre ce qui doit aller directement aux producteurs. Même si en réalité, après, ça n'arrive pas.
Donc, le gros problème aujourd'hui pour nous, on a tous de bons textes comme vous avez eu à le dire, mais on n'investit pas. On produit des documents, mais quand ça passe au financement, il n'y a plus rien. Et même les partenaires, les PTF qui interviennent, les partenaires techniques et financiers, généralement, la gestion aussi reste à désirer. On détermine une durée d'un projet de milliards sur 3-4 ans. Comme le projet soutenu par les banques mondiales, il y a 3 ou 4 ans. 3 ans maximum, on dit non, le projet tire à sa fin. Est-ce que vous bénéficiez vraiment de ces projets Bon, on commence, mais après 2-3 ans, on dit non, il faut formuler un autre projet, pendant que les bénéficiaires sont en train de comprendre l'importance du projet. Alors, non, ça tire déjà à la fin. Non, mais au fait, à ce niveau-là, moi je pense qu'il faut comprendre une chose. Les partenaires techniques financiers, eux, ils ont, comment on appelle, leur procédure de fonctionnement. Vous voyez un peu? C'est-à-dire que si les décaissements ont été faits et que ce n'est pas allé à l'endroit indiqué, c'est-à-dire qu'on appelle ça des dépenses inéligibles. C'est ça. Et on demandera à l'État de justifier. Exactement. Maintenant, si ça arrive par malheur que 2 ou 3, 4 décaissements ont été faits et que c'est déclaré inéligible, ils sont obligés maintenant de raccourcir la durée du projet. Voilà. C'est ça, au fait, le problème. J'avais complété le président. D'accord. En termes de pouvoir paysan, retenons et acceptons, monsieur le président, le représentant du CNCPT, des producteurs, que vous avez un peu failli. Vous n'avez pas récupéré ce pouvoir que le gouvernement vous a donné. Parce que si on vous demande le bilan, le CNCPT a formé combien de producteurs ruraux, sur quelle thématique, dans quelles zones? Est-ce que vous avez des regroupements au niveau des provinces, au niveau des départements? Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes opérationnel sur le terrain? Oui. Mais non, ce n'est pas de la représentativité, Est-ce que c'est l'opérationnalité? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez formé combien? Sur quelle thématique? Vous avez des difficultés? Vous avez des mains liées? Non, est-ce que vous avez les mains libres pour... Non, peut-être qu'il faut comprendre l'émission. Le CNCPT n'est pas une entreprise. Non, c'est un cadre de concertation. Donc, permettez que je vous clarifie un peu. Okay. Allez-y. Donc, ce n'est pas une entreprise, ni une ONG, ni un projet. C'est un cadre de concertation qui a été une plateforme, en fait, où on essaie d'échanger autour de nos propres problèmes et de voir comment on peut trouver des solutions. Les solutions soit en interne ou les solutions aussi en externe, donc en ayant des partenariats tant du côté de l'État que de d'autres partenaires. Je vous ai dit tout à l'heure que nous, on s'est beaucoup impliqués dans les différents cadres de concertation qui se mettent en place chez nous, par exemple l'élaboration d'une politique nationale agricole. On est obligé d'être là pour voir est-ce que la politique intègre les besoins et les desiderata des producteurs. Et si on est là, c'est ça notre rôle, de faire en sorte qu'on inscrive aussi la préoccupation du producteur. S'il y a un partenaire qui intervient pour investir dans un domaine précis, on dit, tiens, il faut aller là. Si vous voulez élaborer des riz, c'est à tel endroit, à tel endroit. On influence aussi pour qu'on leur... C'est ça un peu le rôle du CNCPT, c'est d'aider à ce que les interventions donc, agissent ou aient un impact directement sur les producteurs. Maintenant, on essaie aussi de renforcer leur niveau de structuration. Mais nous ne formons pas directement, on leur donne des occasions d'être formés auprès d'ANADER, auprès d'autres partenaires. Ça, c'est notre rôle. Ce n'est pas un bureau d'études pour former. Non. Mais aujourd'hui, donc notre rôle ne consiste pas à donner des occasions pour former. Merci pour ces éclaircissements. C'est vrai que nous ne sommes pas sur le plateau pour critiquer le cadre d'Achedad. Parce que c'est un regroupement d'acteurs que j'ai approché. Oui. Et j'essaie de contribuer en faisant un peu ressortir, en mettant en exergue les points de faiblesse, parce qu'il faudrait qu'ils comprennent qu'ils sont les représentants des producteurs ruraux. Agriculture, élevage et pêche à la fois dans ce sens-là. Donc, c'est qu'on ne les ressent pas trop quelque part sur l'échiquier. En tout cas, les deux ont une part de responsabilité. Exactement. Dans cette mauvaise gouvernance. Ils ont le plein droit de faire le plaidoyer. Oui. Ils sont partenaires du gouvernement et des autres acteurs qui les appuient, les PTF. Quand ils parlent de la contribution par rapport à l'élaboration, tout ne s'arrête pas là. Élaboration, mise en œuvre, suivi, évaluation et résultats. Donc, vous êtes sur toute la chaîne. À ce niveau, il y a un problème déjà. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez pu exercer ce pouvoir que le gouvernement vous a donné parce que vous êtes son partenaire paysan qui est reconnu? Tout le monde sait ce qu'on appelle le CNCPT. Donc, nous ne faisons pas le procès, mais nous relevons cela comme étant les faiblesses. De l'autre côté, maintenant, par rapport à la question de la gouvernance,
la faiblesse des investissements dans le secteur, nous sommes obligés de revenir encore à ce niveau-là. Parce que les techniciens qui sont sur le terrain, le président l'a souligné, les techniciens ne sont pas vraiment la priorité. Hein. Regardez même leur traitement. Ils n'ont pas les équipements, même pour aller juste faire une lutte contre les ennemis des cultures. Il dit, mais il n'a pas de carburant dans sa moto, il ne peut pas partir. Et pourtant, il y a une attaque des chenilles légionnaires qui peut faire baisser ou bien échouer carrément la position dans une localité. Mais il se plaint de ça. Où est le gouvernement dans ce sens? Parce que le mandat, c'est que son technicien doit intervenir. C'est pourquoi on a fait la proximité. Et ça, c'est l'ANADEL qui le fait. Maintenant, pour le secteur rural, dans le lac par exemple, ce sont les acteurs humanitaires qui sont en train de faire la vaccination du septel. Le gouvernement est où? Nous ne pourrons pas nous loger, nous caser. Non, en fait, à ce niveau-là, parce qu'il y a des projets qui sont financés par des partenaires techniques financiers, comme il dit tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire qu'ils prennent peut-être une partie de responsabilité de l'État pour pouvoir l'accompagner. Ils accompagnent, certes, voilà. Mais la question du secteur rural reste un domaine de souveraineté nationale qui doit être la priorité du gouvernement. D'accord. Donc Merci. les acteurs, les partenaires techniques financiers sont là pour l'appuyer. Tout à fait. Et malheureusement, nous avons inversé les rôles, donc nous sommes plutôt plus dépendants de ces partenaires techniques financiers. Donc nous avons bradé ce pouvoir-là à ces partenaires. Donc tant qu'ils n'interviennent pas dans toute la chaîne. Mais parce que nous n'avons pas donné la priorité. Effectivement, voilà. Regardez par exemple aujourd'hui quand on parle du secteur sanitaire, du secteur santé, qui est une priorité, mais combien on a fait? Nous n'allons pas faire le bilan de tous les programmes et les projets qui sont existés dans ce secteur-là. En fait, beaucoup d'argent a été investi dans ce secteur rural, bien sûr, agro-élevage, mais en termes d'impact. Vous avez parlé du PNSA. On a parlé des ProDRB, on a parlé des ProDRK, tout c'était. Mais aujourd'hui, quand vous repartez dans ces localités, dans ces bassins d'exécution, c'est comme si aucun projet n'a été exécuté. Aucun projet, en termes de traces. Vous allez peut-être voir quelques bâtiments, vous allez peut-être voir quelques ferrailles qui sont restées, mais en réalité, en termes d'impact pour le changement, en termes des systèmes productifs, il n'y a rien. C'est comme si c'est des gens qui n'ont jamais été assistés. Et c'est triste, malheureusement, qu'on arrive à ce constat. Nous craignons bien que cela puisse se répéter, malheureusement, pour les 5 actions qui sont définies dans le programme politique du président à travers le chantier 9. D'accord. Je rappelle que nous parlons du chantier 9 et ces 5 actions industrialisées, l'agriculture et l'élevage. C'est vrai que le représentant du ministère de l'Agriculture n'est pas sur le plateau, mais nous essayons donc de faire des constats et d'état des lieux de ce qui se passe sur le terrain. On va aborder cette fois-ci les défis et surtout des propositions que vous allez faire pour permettre de relever ces défis. Mais je vais vous proposer une petite capsule des producteurs qui font dans la culture du riz. On va suivre cela avant de revenir sur ce plateau pour parler donc des défis et des propositions pour relever ces défis. Le message que nous lançons envers les diplômés sans emploi et les jeunes qui ne font rien, soit disant qu'il n'y a rien à faire au Tchad, nous disons qu'on a énormément de défis à relever. En agriculture, par exemple, ici, il y a des gens qui sont venus nous témoigner après 3 années d'expérience, ont compris que, enfin, ils ont compris que l'agriculture remporte tout. Par exemple, avant, les gens sont autour de 1 tonne, 1 tonne et demie. Mais maintenant, ils sont à 6 tonnes avec les prix galopants de riz un peu sur le marché. Ils se trouvent à des millions. Et l'exemple même des champs sémenciers, les gens étaient très étonnés quand on a vendu notre première semence. 1 hectare a rapporté environ 1,5 million, 1,4 million pour certaines organisations. Et c'est ça qui a donné l'engouement à beaucoup d'autres de venir. Mais nous avons dit que non, il faut qu'on maîtrise d'abord la situation avant de permettre aux autres de venir. Il y a l'avenir
dans l'agriculture, si les gens s'adoptent normalement et si les gens respectent les conseils techniques que produisent les conseils agricoles malgré leur nombre insuffisant, sinon je pense qu'on ne devait souffrir d'aucune ambiguïté parce que vous travaillez et vous gagnez à la fin. Personne ne vous oblige à travailler ou ne pas. La deuxième difficulté ici est que le sol est devenu faible. Il nous faut les moyens qui permettent aux producteurs de produire en quantité et en qualité. Il en manque la formation qui permet aux gens de produire en quantité et qualité. Il faut qu'il augmente également le nombre de conseillers un peu pour que chaque producteur ait au moins la visite des conseillers une fois ou deux fois par an. Maintenant, c'est difficile. Dans cette zone où je vous parle de 261 000 habitants, il n'y a que 4 conseillers. Ils ne peuvent rien faire. Vous pouvez avoir travaillé beaucoup, mais si ce n'est pas récolté à temps, ça va aller tous en bouillie. Et en transformation, les gens vont trouver que le riz du Tchad est cassé. Parce que ça n'a pas été travaillé à temps, comme il se doit. Et c'est ça qui diminue un peu la qualité à notre niveau. Le mieux est que s'il y a possibilité au niveau de l'État, les ONG, les gens de bonne volonté, et de vraiment multiplier les forages dans les zones où on pouvait, n'est-ce pas, produire à tout moment. Je crois les gens vont être très occupés et puis en retour ils vont gagner et puis on ne parlera jamais de la faim. Voilà une petite capsule pour encourager donc, les jeunes à se donner à l'agriculture. Et M. Jean a donc relevé beaucoup de défis et comme je le disais, que la dernière partie de ce débat sera consacrée aux défis et puis des solutions que vous avez, des propositions pour donc relever ces défis. Déjà, il a parlé du défi du sol, il a parlé de la formation, il a parlé d'augmentation des nombres des conseillers, il a également parlé de la multiplication des forages. Monsieur le Président, le directeur. Oui, on complète juste, il y a la question du financement adapté aussi, parce que le constat actuel au niveau du Tchad, c'est que les agriculteurs deviennent des esclaves sur leur propre sol. Il y a une pratique qui consiste à aller emprunter ou aller prendre l'argent chez le commerçant, chez le voisin, qui déjà dès le semis, il produit pour lui. Et donc, il n'influence plus son prix, c'est le commerçant qui fixe le prix sur tout ce qu'il va faire. Donc, on est en train de rendre des gens esclaves chez eux. Et ça, par le fait que l'agriculture, vous ne pouvez pas être plus... c'est-à-dire, vous pouvez avoir une agriculture où ça vous permet de vivre avec sans un financement, sans un investissement de départ. Donc, le premier appel pour nous aujourd'hui, c'est celui d'imaginer un système de financement adapté à l'agriculture. Le deuxième, comme il a eu déjà, il y a la question du marché globalement, chez nous où le producteur n'arrive pas au marché. Le mécanisme de fixation du prix du marché aujourd'hui échappe à tous les producteurs. Et parce qu'il y a des séries de vendeurs, le producteur du champ à la récolte, il y a déjà le morceau qui collecte avant d'arriver au centre-ville. Donc son produit est arraché très tôt, à bas prix, et il ne peut pas se réaliser. Il est toujours dans une situation de pauvreté, et donc il s'épuise au fil des ans. Et nous lançons aussi la question de la subvention d'intrants agricoles. Comme il a eu à le souligner, nos sols sont... Enfin, peut-être l'intrant, il faut arriver à une pratique où les gens produisent eux-mêmes leur système de régénération du sol. Si ce n'est pas l'intrant chimique,
mais d'autres intrants, le milieu où les gens peuvent lever un peu le niveau de rendement agricole, donc qu'on renforce la productivité. Et le problème le plus récurrent aujourd'hui, c'est aussi cette question d'insécurité en milieu rural. L'insécurité du producteur. Il y a beaucoup qui n'arrivent plus à être tranquilles pour produire. Parce qu'il ne sait pas quand est-ce que soit son champ va être envahi. Parce qu'il ne sait pas quand est-ce que lui-même il peut être pris. Il y a des milieux où quand vous avez beaucoup produit, vous devez vous devenez l'appât de quelqu'un parce qu'il faut aller contre rançon pour vous ramener. Ça, on a vu des grands producteurs qui finissent par... Donc ça, ce sont des défis majeurs à notre avis. Il y a le rôle de l'État qui doit être suffisamment bien joué, mais il y a aussi le rôle de nous, organisations, qui devront renforcer dans la structuration autour des différentes productions. En termes de chaîne de valeur qu'on doit soutenir. Ceux qui sont dans le riz, il faut qu'on les organise de telle sorte que du producteur de tel village à un autre, pour qu'on circonscrive la question du prix ensemble, pour qu'on fasse des mises à marché groupées. Et pas qu'on vienne vendre individuellement à perte. Donc quand on organise des systèmes de mise en marché, ça permet de valoriser ou d'avoir un prix plus intéressant. Voilà les quelques mots que je voudrais... D'accord. Monsieur le Président, d'autres défis à relever? Oui, moi, déjà, je pense que dans la chaîne de valeur, moi, j'allais dire peut-être organiser les stages généraux de l'agriculture, afin de diagnostiquer vraiment le goulot d'étranglement de toute la chaîne de valeur. Et à ce niveau-là, relever ce qu'il faut changer afin de pouvoir l'adapter au contexte de l'heure. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut plus continuer par faire l'agriculture de subsistance. Nous sommes en train d'avancer inexorablement. Et c'est comme si on est en train de rater le train du développement. Donc, c'est vrai, on peut faire des textes. Je suis d'accord, il y a 5 actions, d'accord. Mais ces 5 actions-là, comment nous entendons les mettre en œuvre? Il va falloir que, au sein du ministère de l'Agriculture et au niveau du ministère de l'Élevage, de l'Environnement et autres, il faudrait qu'il y ait vraiment un mécanisme de coordination pour leur permettre vraiment de se relayer des informations pour adapter les choses dans des contextes de l'heure. Il faut aussi mettre les moyens qu'il faut. Comme je le disais tout à l'heure, l'État doit maîtriser la filière de l'élevage. Ouais. Au jour d'aujourd'hui, là, si vous passez un peu, par exemple, vers Ngili, ou bien peut-être vers Yagua, à partir de Bongor, mais vous voyez des têtes de bœufs avec qui traversent. Ça traverse vers le Cameroun. Moi, je me dis, par exemple, que quand tu es au Cameroun, tu peux acheter, par exemple, la viande pour 500, même pour 100 francs. Tu peux acheter. Mais ici, au Tchad, tu ne peux pas. Vous voyez ça? Vraiment, c'est contradictoire. Donc, il va falloir que l'État maîtrise le secteur là. J'ai l'impression que l'État ne maîtrise pas le secteur de l'élevage. C'est-à-dire que, ou soit, c'est-à-dire qu'on regarde, mais on laisse faire. Parce qu'il n'y a pas de sanction. À ce niveau-là, ça va être un peu difficile. Maintenant, au niveau de la zone rurale, il y a un problème qui se pose. Comme nous voulons faire de l'agriculture durable, surtout avec comment on appelle, les objectifs de développement durable, là, c'est-à-dire qu'il va falloir amener les paysans à des techniques comment on appelle, de fertilisation qui peut aider les paysans à abandonner, comment on appelle, l'utilisation des engrais. Par exemple, les techniciens qui sont sur le terrain, ou bien ceux qui vont être formés. Moi, j'aurais aimé, par exemple, qu'il y ait quand même des visites d'échange sur des pays, sur des endroits où, par exemple, comment ils réussissent bien leur agriculture. On peut copier ça. Ce n'est pas mauvais. Ça permettrait quand même de rehausser un peu le niveau de notre production. Vous avez eu déjà participé à ce genre de... Oui, d'échange. Oui. Ouais. Et donc, c'est vraiment bien. Mais c'est comme si nous existons, le Tchad existe seul comme ça dans ce monde. C'est comme s'il n'y a pas d'autres États. Et que ce n'est pas évident d'aller peut-être dans un autre État pour voir qu'est-ce que les gens font là-bas pour nous permettre de copier puis d'appliquer aussi chez nous. Voilà, il y a ce problème-là qui se pose. Ou soit, peut-être qu'on le fait, mais peut-être d'une manière désintéressée.
Parce qu'on n'a pas pris au sérieux le secteur. On n'a pas pris au sérieux le secteur. Et donc, comme on n'a pas pris au sérieux, bon, on fait seulement. De toutes les manières, on a de l'argent, on va acheter ailleurs. Ici, même si ça ne va pas, ce n'est pas grave. Ouais, c'est-à-dire que vous pratiquez la politique de l'autruche, quoi. Moi, je crois que ce n'est pas ça qu'il faut pour le Tchad. Et donc, regrouper à ce niveau ces vecteurs négatifs qui influencent d'une manière ou d'une autre le développement de l'agriculture là et les extirper pour pouvoir permettre à ce que l'État puisse véritablement passer à l'action concrète sur le terrain. Parce que sans cela, on va toujours faire le chemin. C'est-à-dire que l'année prochaine, on va revenir, on va dire, bon, mais finalement, rien n'a encore marché. 2 ans après. Et puis c'est fini, et puis 3e année, et puis c'est tout. C'est parti. D'accord. Monsieur le Diaounadi. Merci. Le président a soulevé assez de points pertinents qui pouvaient résumer. Ce que je vais ajouter, pour le secteur élevage, pratiquement l'État a délaissé. L'État a délaissé et malheureusement, il ne se rend pas compte au niveau, en termes de pertes. Nous l'avons dit plusieurs fois, nous l'avons clamé. Il a bien dit, on vend le bœuf sur pied entre 350 à 450 000, 500 000 francs dans le pays voisin. Et on le vend sur pied, tout en oubliant qu'on vend pas seulement le bœuf, mais c'est tout ce qu'il y a comme sous-produit. Tout à fait. Nous avons essayé de faire des simulations, nous l'avons partagé plusieurs fois. 450 000 francs vendus hors du territoire tchadien, mais en réalité, ça fait 1 850 000 francs lorsqu'il est transformé. Le bœuf. Vous voyez la marge de perte que l'État connaît et les taxes. On se contente juste que prenons encore peut-être la question du défi de la structuration en termes d'approche filière. L'approche filière, si elle est effectivement exécutée avec tout ce qu'il y a comme contour technique dans cette approche, on aura résolu beaucoup de problèmes. 1, on aura boosté la production agro-pastorale. 2, on aura résolu les problèmes, les sempiternels problèmes regrettables de ce qu'on appelle les conflits agriculteurs-éleveurs. On va aujourd'hui créer, par exemple, dans le secteur agricole, la sécurisation foncière. Aujourd'hui, c'est la terre de mon grand-père que j'ai hérité de mon père qui va être léguée et on cultive dans ça. Et malheureusement, on ne peut pas responsabiliser parce que personne ne connaît les dimensions et que personne ne cherche à aussi sécuriser ces terres agricoles. Donc, peut-être les citadins qui sont en ville, qui vont acheter, ils le font. Mais les producteurs ruraux, ils sont là, c'est la terre de son grand-père, il l'a eu. Donc, il y a un problème à ce niveau. Ça reste un défi. L'État n'a pas également essayé de pouvoir accompagner la production. Oui, parce qu'on ne peut pas se résumer aux entrants avec les engrais, les pesticides pour pouvoir faire les traitements. Non, cette période-là, elle est révolue. On parle de l'aspect compétitivité de l'agriculture. Nous ne pouvons nous mettre en compétition avec aucun pays dans le monde. Parce que notre agriculture reste toujours encore une agriculture traditionnelle, avec des techniques culturelles archaïques qui ne peuvent pas produire avec des rendements qui baissent d'année en année. Et pourtant, nous avons tout le potentiel. Est-ce qu'on peut valoriser ces potentiels en les exploitant, aussi bien pour le secteur agricole que pour le secteur pastoral? Est-ce qu'on a pensé à professionnaliser pour qu'aujourd'hui, de plus en plus, votre capsule a tout à l'heure montré les images, l'entrepreneuriat agricole reste un levier majeur du développement socio-économique. On ne parlera même plus du chômage. On ne parlera plus de la question de l'intégration à la fonction publique où tous les jeunes qui rentrent, qui sont en train d'attendre ça. Si effectivement on a professionnalisé, si on l'a rendu compétitive, tout le monde va s'y mettre. On va parler des filières. Aujourd'hui, il faut que les filières soient structurées, soient accompagnées et ordonnées. Malheureusement, à ce niveau, l'État parle en temps de discours, mais en réalité, concrètement, il n'y a rien. Ce qui est marrant aujourd'hui en termes de sécurité alimentaire, on n'arrive même pas à nous nourrir à peine 3 mois sur 12, les productions agricoles. 3 mois sur 12. Le reste, même les ménages producteurs dans les zones agricoles dépendent des marchés. Quelle difficulté. Et maintenant, en regardant de face à côté avec la précarité, le pouvoir d'achat, pratiquement les gens glanent. Donc on fluctue déjà à partir de décembre quand ils arrivent à vendre pratiquement tous les stocks, parce que ce sont les périodes festives. À partir de mars-avril, pratiquement celui qui avait eu à pratiquement avoir 5 sacs de céréales, vous arrivez en avril, là, ok, il n'a même pas 1 kg avec lui. Il est obligé d'être dépendant. Est-ce qu'on a essayé de profiter? Est-ce qu'on a pu conscientiser qu'aujourd'hui, il y a des opportunités et qu'aujourd'hui, le potentiel, tout le potentiel, que ce soit les terres, que ce soit les eaux, que ce soit les espaces pastoraux pour le pâturage, on en a tellement. Malheureusement, il y a un élément qu'il faut aussi relever. Les opérateurs économiques pensent que ce n'est pas un secteur assez probant qui est rentable. Non, il faut clamer. Ils peuvent investir dans ce secteur et ils vont gagner même plus que ce qu'ils sont. Nous prenons l'exemple, on aime importer des dizaines, des centaines de véhicules.
qui sont là sous le soleil et la pluie, avec la demande qui est, là, qui est presque rare avec la situation de la précarité. Mais aujourd'hui, les villes qu'on aura produites dans nos espaces agricoles ne vont jamais être abandonnées parce que la demande est là. La demande intérieure est là, la demande internationale, sous-régionale est là. Le sésame qu'on produit, tout le monde est en train de délaisser presque le coton. Tout le monde est en train de se mettre dans le sésame. Mais est-ce qu'on ne peut pas se faire pareil pour l'arachide, qu'on ne peut pas faire pour le riz, pour le sorgho? La demande intérieure est là, la demande sur le marché international elle est là. Maintenant, il faudrait accompagner pour renforcer la... Maintenant, tant qu'on ne fait pas ce qu'on appelle, je retiens le mot de la gouvernance du secteur agricole pour responsabiliser et les rendre compétitifs, on serait en train de marquer le pas. Il y a un défi qui est là, les changements climatiques. Et permettez que je prenne 2 secondes sur ça, qu'on le veuille ou non, tant qu'on n'arrive pas à structurer, à asseoir des mécanismes concrets de gouvernance agricole, ces conflits vont perdurer. Parce que de plus en plus, il y a la pression démographique, il y a l'explosion démographique, il y a la pression sur les ressources, il y a les compétitions, les acteurs vont entrer en conflit parce que ce sont les mêmes ressources et chacun va voir l'autre acteur en termes de chaîne de faïence. Alors que si on le fait de plus en plus, vous allez voir que la nature nous devient hostile, donc les pasteurs vont attendre à se sédentariser dans la zone agricole. De là naissent les problèmes. Qu'est-ce que l'État a fait déjà dans ce sens-là pour pouvoir mettre en œuvre des mécanismes intégrés qui peuvent fédérer tous les acteurs, agriculteurs, éleveurs, les structures traditionnelles, par exemple les autorités traditionnelles dans ce sens-là, pour pouvoir faire ça. Tant qu'on ne met pas en marche ces mécanismes-là, ces conflits vont perdurer malheureusement et le pays va continuer à perdre. Donc il y a lieu que ces actions-là soient mises en œuvre le plus rapidement possible et on aura trouvé des pistes de solutions concrètes de sorte que la dynamique puisse être acceptée et que les solutions intégrées soient aujourd'hui disponible pour tout le monde. Voilà. D'accord. Nous tendons tout doucement vers la fin de ces débats. C'est vrai qu'à travers ce chantier neuf avec ces 5 actions, le chef de l'État cherche à relever ces différents défis que vous venez donc de citer. Pour la 2e année qui commence, qu'est-ce que vous proposez concrètement? Je commence par Monsieur le Président pour finir ce débat. Bien, moi, Une année écoulée. Oui, moi je pense que comme on avait dit à l'entame de l'intervention, c'est trop tôt de faire une évaluation par rapport à l'année. Mais déjà, peut-être l'évaluation peut se situer au niveau de qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui est en train d'être fait concrètement pour permettre quand même qu'il y ait des actions, pour qu'il y ait des actions sur le terrain. Mais pour cette 2e année. Oui, donc je pense déjà que au bénéfice de doute, c'est-à-dire qu'on suppose que le ministère a déjà peut-être un planning d'action et que peut-être qu'ils attendent à descendre sur le terrain pour l'exécuter. Donc, on leur demande simplement d'exécuter le plan qu'ils ont déjà élaboré. Vous n'avez rien à proposer. Oui, non, il faut qu'ils exécutent leur plan là, pour nous permettre à ce que l'année prochaine qu'on puisse vraiment avoir un bilan. Voilà, un bilan consistant pour savoir est-ce qu'effectivement, ils ont démarré et qu'il y a eu des difficultés par-ci, par-là pour nous permettre d'aller. Mais comme on l'avait dit tout à l'heure déjà, tout le gros problème reste au niveau de la gouvernance du secteur. C'est-à-dire que cette gouvernance-là, bon, c'est vrai, c'est un gros mot, mais ça veut dire que la gestion, en un seul mot, la gestion du secteur-là, il faudrait vraiment que ça soit une gestion saine. Si ce n'est pas une gestion saine, une gestion cohérente, concertée, ça veut dire qu'on va toujours revenir lui parler des mêmes problèmes. Et que ça va être comme ça jusqu'à... Parce que le conflit agriculteur-éleveur, par exemple, là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais quel est le mécanisme que l'État met en place pour pouvoir résoudre définitivement ce problème? Parce que, comme il avait dit tout à l'heure, c'est-à-dire que les ressources sont limitées, mais les besoins sont grands. Ça, c'est un concept économique, c'est simple. Mais à ce niveau-là, il va falloir que la politique de l'État s'inscrive dans cette dynamique-là pour permettre de réguler ce secteur. Parce que si la politique de l'État ne tient pas compte de ces ressources qui sont limitées et que les besoins augmentent là, bon, mais on va toujours avoir des problèmes agriculteurs et éleveurs et puis finalement, on va finir par s'entretuer et c'est pas bon. D'accord. Monsieur le représentant des producteurs, pour cette 2e année, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas, comme on a déjà, je pense, sur le même constat, on ne peut pas étaler des propositions parce qu'on n'a pas encore jaugé à quel niveau on se trouve. Vous n'avez pas de besoins en tant que producteur? Non, nous, actuellement, au niveau du ministère, on sait quand on lit le budget
du ministère, c'est basé sur le fonctionnement. Il n'y a pas d'investissement. Et généralement, dans un grand ministère comme celui, on doit voir le poids du budget que l'État oriente vers l'investissement agricole. Mais la plupart des cas, comment on l'apprécie en tant que tel, pour nous, on a de la peine à lire ça. Donc il faut qu'on investisse réellement, qu'on mette nos ressources dans la transformation de l'agriculture ou l'industrialisation, comme ils le disent. Réellement, parce que tout est déjà là, dans les documents. Mais allons sur le terrain, investir. Voilà ce que nous attendons, quoi. Et de la bonne manière qu'il soit. D'accord. Monsieur Miadé. Bon, merci. Finir, rapidement. Merci. La première proposition que je ferais, au lieu de parler du slogan industrialisation, on devrait plutôt parler de la réforme du secteur rural. Ça, c'est la première proposition que je fais. Et axé sur les 5 actions, ça résume la problématique, mais il y a urgence. Il y a urgence parce que, premièrement, je relève qu'il y a un problème de synergie dans les mécanismes de gouvernance. Je tiens à le relever. Et il faudrait que des actions concrètes soient initiées pour que nous ne puissions pas revenir au soir du mandat pour dire qu'il y a eu des entraves. Parce que pour l'instant, si on n'a pas mis en œuvre des actions, nous ne pouvons pas identifier les goulets d'étranglement et les entraves qui peuvent exister. Or, le temps nous tient à la gorge. Donc, pratiquement, il faudrait d'abord penser à ce qu'il y ait eu des synergies entre les ministères sectoriels et les services techniques, de sorte que tout le monde évolue en termes de synergie, et surtout initier des actions concrètes. Parce que dans les 5 actions, il y a la question de booster la production. Booster la production agricole, initier des activités dans le cadre des filières agricoles, des filières pastorales. Mais aujourd'hui, comme il a dit, il faut encore penser à la question de relever la capacité productive de ces acteurs-là. On a la question des sols, on a la question des intrants, on a la question, par exemple, de l'accès aux ressources, principalement le financement du secteur agricole. Ça pose un problème. On a une banque agricole au Tchad, je ne sais pas combien de milliards ont été accordés aux producteurs et quels résultats on a pu trouver. Et c'est également l'un des points, l'une des 5 actions. Donc je pense qu'il faudrait humblement, pour l'instant en termes d'urgence, nous suggérons que rapidement, que toutes ces actions-là prennent naissance, qu'il y ait des actions concrètes en termes de signaux, même si on peut avoir au moins déjà des moutures qui sont disponibles, on peut l'avoir. Mais déjà, si nous venons d'entamer la deuxième année, à partir de ce soir. Mais nous entamons aussi la deuxième campagne agro-pastorale de ce mandat-là. Et ça commence avec des urgences. Les urgences, par exemple, en termes de production, on a fixé, par exemple, les besoins, en fait, le niveau de production, on demande 3 millions ou 3,5 millions de tonnes. Est-ce qu'au sortir de la campagne en octobre ou novembre prochain, est-ce qu'on aura pu effectivement avoir ces 3 millions? Parce qu'il ne faudrait pas qu'on vienne nous dire que non, le pays est encore déficitaire, parce que les techniques existent, les techniciens existent. Maintenant, il faut déployer les ressources. Mais dans tout ça, là, quel est le rôle de l'ITRAD? L'ITRAD, il fait quoi dans tout ça là? L'ITRAD, c'est la recherche et l'appui conseil. C'est eux qui valident les semences, n'est-ce pas? Mais eux, ils vous diront qu'ils n'ont pas les ressources. Ils n'ont pas les moyens pour faire ce travail. Et là, ça pose un problème. Donc, quand il faut booster la production, il faut aussi accompagner, appuyer de manière très significative la recherche. La recherche est le fondement. Et ça ne doit pas être une recherche de bureau. Mais la vulgarisation, c'est le déploiement des effectifs sur le terrain. Quelqu'un vous l'a dit tout à l'heure sur votre écran, il a dit que pour 260 000 personnes, il a 4 agents de conseillers agricoles. Donc il faudrait déployer suffisamment des techniciens sur le terrain. Et pourtant, l'école de Baïli forme des techniciens agricoles chaque année. Où vont ces techniciens? Il y a plusieurs techniciens aujourd'hui au Tchad qui sont là, mais l'État n'est pas tellement intéressant, solvable, donc tout le monde est en train de se chercher ailleurs. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un déficit de ce côté, et il faut chercher à compenser, parce que ça fait partie un peu des défis dans ce sens-là. Mais pas seulement déployer les équipes, il faut les équiper. Déployer les équipes, mais les équiper, leur donner les matériels, les équipements, les moyens de faire l'action. Et les obliger à une obligation de redevabilité, des comptes à rendre. Parce que personne ne leur demande des comptes. À la fin de la campagne, il a donné son rapport, et puis tranquille, il est là à côté. Est-ce qu'il a couvert Et quelquefois, le rapport, on n'est même pas lu. Et voilà, effectivement, ça fait partie de... Et il y a par exemple, dans le cadre par exemple, de la sécurité alimentaire aujourd'hui, chaque année, on crie déficit. Chaque année, on crie insécurité alimentaire. Et pourtant, c'est contradictoire pour un pays agro-pastoral. Vous allez voir que même le service qui est en charge du suivi de la sécurité alimentaire ne dispose pas de ressources. Et ils sont en train de souffrir. Ils ne peuvent pas faire le suivi. Au-delà des techniciens du terrain qui accompagnent la production, même les services de sécurité alimentaire en termes d'analyse ont des problèmes. Donc tout le monde, on est là un peu tributaire de l'assistance, du financement extérieur. Quelle est la part de l'État dans ce sens? L'État a délaissé. Donc nous plaidons, nous intervenons, nous réitérons qu'il y a une urgence. De la même manière qu'on fait du secteur sécuritaire une urgence, il y a la sécurité dans le domaine agricole.
dans le domaine pastoral. Il faudrait qu'on investisse de la même manière aussi. D'accord, on va prendre une contribution d'un téléspectateur qui dit ceci. Lui, sa priorité, c'est de résoudre le problème des conflits agriculteurs. Et cela permettra de booster l'agriculture. La solution, elle est là à deux niveaux. Oui. C'est la volonté politique. La mise en place des mécanismes intégrés. C'est un peu des cadres paritaires où les agriculteurs, les éleveurs, tout le monde est responsabilité et il y a des mécanismes de médiation, de prévention qui existent. Donc chacun respecte. Il faut simplement. Donc c'est possible de résoudre ce problème. La solution est là, nous insistons. C'est deux niveaux. Volonté politique et mise en œuvre des solutions, des paquets de solutions. En fait, ça dit que la volonté politique réside dans la mise en place les solutions intégrées de la gestion. Si le gouvernement veut résoudre ce problème, en moins de 3 mois, ils vont résoudre le problème. C'est tout. Donc, les solutions sont là. Quitte à prendre le taureau par les cornes, ça fait mal. Peut-être enlever le couvercle de la marmite, c'est chaud, mais il faut la prendre. Les solutions sont là. L'approche filière est une alternative. Responsabiliser les gens, mettre en place ce qu'on appelle des systèmes d'alerte précoce au niveau des communautés. Si l'un existait, mais finalement... Voilà, si l'un arrive à dépasser les limites... Mais qu'est-ce qu'on en fait de ces systèmes? Mais c'est parce que c'est aujourd'hui resté au niveau théorique. Non, ça existe. Ça existe. Donc, les communautés sont mises ensemble. Les acteurs, ça existe dans le système là. Le pasteur sait ce que l'éleveur, l'acteur sait. Chacun connaît ses limites, chacun se respecte. Aujourd'hui, si un seul des deux acteurs arrive à violer, mais on sait le cadre dans lequel on va résoudre le problème. Ce ne sera plus maintenant sortir des couteaux et des armes, mais c'est ça une question d'aller dans ce cadre-là. Vous dites non, pourquoi tu as violé? Il y a des mécanismes de sanction qui existent. Donc, c'est une question à deux niveaux de volonté politique, mais aussi des déploiements. La volonté politique détermine le déploiement des paquets de solutions. Les solutions sont là. Parmi les solutions, il y a toute une multitude. L'approche filière, la mise en place des mécanismes paritaires, intégrés, où tout le monde s'y retrouve et que chacun arrive à tirer ce qu'on appelle des engagements concrets. Où chacun dit, mais si le président franchit cette limite, bon, moi je ne m'en tiens pas lui. J'alerte le dispositif au niveau communautaire. Voilà. Donc, il y a les représentants des éleveurs, il y a les représentants des agriculteurs, il y a les autorités traditionnelles, il y a l'administration territoriale, tout ce monde est là. Mais c'est parce que quelque part, l'État a carrément délaissé ce secteur. Donc il y a un désordre terrible qui se passe là-bas. Il faut qu'on accepte de se crever les yeux. La solution est là. Et on confie la gestion de ce problème-là au préfet, au sous-préfet, alors qu'eux, ils ne peuvent pas gérer ce problème. Le préfet n'a pas... Les types de préfets que nous avons aujourd'hui, avec toutes nos excuses en toute politesse, mais ils n'ont pas les aptitudes, les compétences pour la plupart pour résoudre le problème. Ils sont là parfois pour qui enveniment les problèmes. Donc il faudrait que chaque acteur sache quelles sont ses limites, qu'est-ce qu'il peut faire. Et s'il y a quelqu'un, il y a une violation, on rapporte ça à ces structures et à ce niveau de manière assise, de manière concrète, dans un élan de cohésion, de dialogue, on peut résoudre ce problème. Les multiples conflits acteurs sont regrettables. On a perdu des compatriotes, c'est triste. Mais si l'État veut résoudre en s'engageant, il peut résoudre. Donc c'est une question de volonté politique. C'est très simple. Nous défions les gens que s'ils déclarent les mécanismes, c'est résolu parce que nous avons accompagné des études dans ce sens et nous savons ce de quoi nous parlons. C'est très simple. Et dans la question, par exemple, de la gouvernance territoriale, de la gouvernance des ressources, il y a un problème. Et si on peut résoudre ces deux problèmes, avec la volonté politique, on peut arriver. Et ce qui est marrant, nous alertons, dans le contexte des changements climatiques, si nous ne pouvons pas accepter de nous crever les yeux en termes de volonté politique, ça va s'exacerber, malheureusement. Les questions de compétition dans les ressources, de contrôle, la gestion, vont encore nourrir d'autres foyers latents ou bien des foyers ouverts de conflits. Et malheureusement, c'est le pays qui perd. Donc nous ne voulons plus que cela arrive. Il faudrait que la volonté politique s'exécute. Donc nous interpellons avec votre plateau les autorités pour qu'ils fassent le travail. Et la volonté politique a besoin de la volonté humaine. La volonté politique, mais on fait un suivi, parce que ce n'est pas juste un discours. On dit, effectivement, c'est pourquoi je dis la volonté politique. Sont entre les mains des acteurs politiques, maintenant, quitte à ce que cela soit déployé sur le terrain et qu'on suive. Parce que si on envoie un administrateur territorial, il s'en va, il reste, il fait tout ce qu'il veut. Il sait qu'il ne peut pas être sanctionné. Et si l'agriculteur réagit, ou bien l'éleveur réagit, et que l'un des deux ne sait pas qu'il y a ses limites et qu'il peut être sanctionné, en ce moment, c'est le désordre qui est ouvert. D'accord. J'espère que votre message est passé. On va vous dire merci pour vos riches contributions à ce sujet, le chantier 9, avec ces 5 actions. Nous avons fait un état des lieux, nous avons relevé des défis et proposé des pistes de solutions pour permettre l'industrialisation de l'agriculture et de l'élevage dans notre pays. On va dire merci à M. Miadé Le Dionadi, qui est donc consultant en sécurité alimentaire. Merci d'être passé.
Merci également à M. Ahmad Créo Astron Justin, qui est le directeur du CNCPRT. Merci. Merci, madame. Merci à M. le président de l'UCVSDT d'être passé. Merci, madame. Merci à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci pour vos messages. Nous vous donnons rendez-vous demain à 21h pour un autre débat. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur la chaîne citoyenne La Vision du Futur.